chers compatriotes d'Afrique, chers compatriotes de la diaspora, mes chers amis, chers sympathisants, voici ce que j'écrivis dans mon cahier intime le 1er novembre 1968 à Lyon en France, où j'étais en deuxième année d'université. Il y a longtemps, n'est-ce pas? Mais lisez avec moi en ce 21 août 2013, puisque par vos mails et vos appels, vous me demandez ce qu'il faut faire pour ne pas fermer la Fondation Afrique Avenir International que j'ai lancée en 1985. J'avais écrit ceci depuis ma chambre d'étudiant. Alors, je cite, « Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai 24 ans et je voudrais savoir ce que moi je pense de ma vie, soit ce que je veux faire de ma vie. Et pourtant, je ne peux jusqu'à l'heure actuelle attribuer un autre sens à ma vie que celui qui mène à la libération totale de tout le peuple africain, au respect de la dignité de l'homme noir et, par tout ce processus, à un apport personnel à l'humanité. Mais puisque c'est une conviction que j'ai depuis le cours élémentaire première année de l'école primaire, soit bientôt depuis 13 ans, cela me semble avoir un peu de poids. Mais ce qui compte pour moi, c'est d'attendre. Attendre jusqu'à ce que j'ai réalisé ce but. Alors je dirais, Kouma Doumbé III, tu es un homme sérieux. Va, j'ai confiance en toi. Mais pas avant. Et je me demande si jamais j'en arriverai là. Il faut que non seulement j'en arrive là, mais que je dépasse ce stade pour aller plus loin. Quand je parle de libération de l'Afrique et du monde noir, dans tout cela, il y a l'amour, l'art, la religion, etc. Alors, une chose s'éclaircit, ma vie n'a de sens que dans la libération totale de l'Afrique. Je ne sais pas si j'ai bien exprimé ce que je ressens, mais toujours est-il que cette formulation primaire s'améliorera de jour en jour et n'atteindra son expression finale qu'après ma mort. Ce que je demande à moi-même, c'est de remplir ma tâche. Je suis entre le passé et l'avenir. Je suis donc situé indépendamment de moi-même. Il importe donc de faire son petit travail dans l'époque présente qui demain sera l'histoire. Comme il y a un problème concret de l'unification de l'Afrique, je signale que libération totale de l'Afrique suppose son unification. Et du mépris éprouvé par certaines races à l'égard de la mienne, cette situation concrète m'offre donc une base de travail solide. C'est donc une base plausible. Fin de citation. J'ai écrit ceci pour moi-même. Il y a donc 45 ans. Une question m'a préoccupé tout le long de ma vie. Voici cette question. Comment a-t-on réussi à enfoncer les Africains et les Noirs dans un trou aussi noir et profond, et que même en ce début du 21e siècle, ils arrivent difficilement à comprendre ce qui leur est arrivé? Ils se plaisent à vivre dans un perpétuel génocide intellectuel et spirituel et se résignent à être les prostituées des autres. J'ai consacré ma vie à chercher et à donner des éléments de réponse et à indiquer les voies pour une marche équilibrée des Africains et de l'homme noir dans la marche de l'humanité moderne. Alors, grâce à la miséricorde divine, à la générosité de mes ancêtres, de parents et amis, voici l'héritage que moi, fils d'Afrique ouvert au monde,
j'ai pu constituer jusqu'en cette année 2013. Premièrement, d'abord, la pensée et la vision du monde comme les fondements de tout héritage. Je vais d'abord parler des livres et des articles. Mes écrits de 1958 à 1967 n'ont pas encore pu être retrouvés, mais la majorité de ceux rédigés de 1968 à 2013 ont pu être conservés. Si une bonne partie attend encore d'être publiée, il existe une liste d'environ 150 publications, livres et articles disponibles aujourd'hui de par le monde. Mes écrits scientifiques, qu'ils plaisent, déplaisent, soient combattus ou mis à l'index, ont une base scientifique solide. Pourquoi? J'ai obtenu un baccalauréat maths sciences allemand au lycée Impératrice Marie-Thérèse de Munich en 1967 avec éloge. Une licence en juin et une maîtrise en études germaniques en septembre 1970 à l'université de Lyon 2 avec mention très bien. Un doctorat en études germaniques et un doctorat en histoire le même jour en janvier 1975 à l'université de Lyon 2 avec mention très bien. Un diplôme universitaire d'études générales en administration économique et sociale en 1979 à l'université de Lyon 2 et une habilitation en sciences politiques en 1989 à l'université libre de Berlin, obtenue avec la meilleure mention, comme on dit, en première lecture et à l'unanimité du jury. C'est parce que j'ai bouleversé les thèses scientifiques qui existaient sur Hitler et l'Afrique que j'ai été admis à titre individuel sur proposition du professeur Pierre Léon de l'université de la Sorbonne comme premier Africain à siéger au comité international d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale en 1974. Alors présidé à ce moment-là par Henri Michel, à côté d'éminents professeurs titulaires de chaires dans plusieurs universités dans le monde et de généraux soviétiques, américains, canadiens, français, etc., qui avaient fait la guerre. Je n'avais pas encore 30 ans. Donc, je n'ai pas de leçons scientifiques à recevoir de ceux qui, aujourd'hui, parce qu'ils gèrent des fonds colossaux, croient pouvoir décider de la valeur scientifique de mes travaux et font parfois tout ce qu'ils peuvent pour que mes écrits ne circulent pas. J'ai eu le privilège d'enseigner à l'université de Lyon 2, à l'université catholique de Lyon, à l'université libre de Berlin et à l'université de Yaoundé 1. Mes étudiants un jour témoigneront. Je sais que j'ai compris une chose essentielle. Certains peuvent tolérer qu'un Africain excelle en sport ou en musique. Mais stop! Pas dans le domaine de la pensée. Un intellectuel africain est très apprécié quand il accepte d'être l'élève, pour ne pas dire l'esclave, d'un maître issu de l'Occident. Il est généreusement financé quand il met en application chez lui la pensée venue d'ailleurs et quand, sur place, il devient le policier en chef pour la recolonisation mentale de l'Africain, pour que cette recolonisation soit assurée de manière durable par l'éducation, les structures publiques de son pays et par les donations privées. J'ai consciemment refusé ce rôle. Je suis un prince qui ne se vend pas et qui ne trahit pas son peuple. Et je construis par la pensée. Nous en avons assez de ce système de pensée qui s'appuie sur la domination et l'exploitation des autres, avec des discours lénifiants sur la paix,
démocratie et l'égalité des chances. Arracher aux autres ce que Dieu leur a donné, n'est-ce pas? Tout accumuler pour soi et faire des autres les esclaves mendiants, même sur leur propre territoire. Ce système de pensée a fait suffisamment de dégâts depuis le début de l'humanité. Avez-vous vu les images sur les massacres en Égypte, sur l'assassinat de Kadhafi? Avez-vous vu les images sur l'arrestation de Laurent Gbagbo? Avec les technologies sophistiquées disponibles en ce 21e siècle, laissez ce système de pensée guider la politique, l'économie, la science, la culture et la religion. C'est programmer consciemment une confrontation planétaire sans précédent qui pourrait mettre fin à l'existence de l'homme dans notre galaxie. Or, des laboratoires entiers sont gracieusement financés dans le secret pour préparer et déclencher cette confrontation militaire apocalyptique. Ceux qui l'élaborent sont convaincus qu'ils écraseront les autres, qu'ils seront les heureux élus, qui vont survivre et jouir sans concurrence ni partage de l'abondance des richesses divines disponibles dans cette voie lactée. Moi, je leur réponds, il n'y a pas qu'Hitler qui a pu se tromper. Ce 21e siècle a besoin de la pensée multiple, d'une ouverture créatrice menant à une pensée nouvelle, capable d'aider l'humanité à se sauvegarder et à respecter la nature qui l'entoure et qui l'entretient dans la Voie lactée. Nous avons besoin d'une pensée qui permet de consolider les acquis de chaque peuple, là où il vit, de partager et d'échanger librement avec les autres. Une pensée qui se soucie avant tout de la promotion des chances pour les 11 milliards de personnes que nous serons d'ici l'an 2100. Une pensée d'abord soucieuse de la sauvegarde d'une paix durable pour l'humanité entière et non pas une paix temporaire et précaire pour quelques-uns seulement. Voici donc ce dont nous avons besoin. J'ai rédigé mes publications en français, en allemand, en douala et en anglais. Il s'agit de livres ou articles sur l'histoire, la politique, sur les relations et la coopération internationale, sur les conflits en Afrique, la déviation des économies africaines, sur le génocide intellectuel dans les écoles et les universités africaines, sur le génocide spirituel et la mise en prostitution spirituelle des Africains et des Noirs dans les églises et mosquées. Ces publications, on peut les trouver sur le site internet Afrique à venir. Et à côté de ces publications scientifiques, j'ai eu la grâce de pouvoir parler au cœur par l'écriture littéraire. Vous trouverez ainsi des pièces de théâtre, des nouvelles, des poèmes, des romans, des contes que j'ai publiés en douala, en français et en allemand. Avec ces écrits, je pense avoir contribué à un socle d'équilibre pour l'Africain et le noir au XXIe siècle. Je pense avoir donné une modeste contribution à une nouvelle base fondamentale de la pensée pour le destin commun de l'humanité. Voilà donc pour les publications.
Et comme j'ai dit, il y en a 150 qui actuellement sont disponibles de par le monde. Donc, dans un deuxième temps, je vais parler des documents audio et des documents vidéo. Des documents audio et audiovisuels qui expriment ma pensée à travers interviews, radio, télé et documents sonores, ou qui témoignent de mon expérience en Afrique, en Europe ou aux USA, ont pu être rassemblés. Actuellement, une cinquantaine existent online, donc sur le net, et peuvent être utilisés. Ce sont plus ces documents que mes écrits qui ont attiré l'attention et la sympathie de la jeunesse en Afrique et dans les autres pays sur mon œuvre. Ces documents, on peut les trouver ou les télécharger sur YouTube. Voici donc pour cette question de la pensée. Le deuxième grand point, c'est la création d'un espace de liberté de pensée et de création, c'est-à-dire la Fondation Afrique Avenir International sur 2300 mètres carrés à Bonabéry-Douala. Malgré tous les avantages d'un poste sûr à l'Université de Lyon 2 en France et les perspectives d'une carrière prometteuse, j'ai quitté l'Europe en 1970 pour commencer à donner ma modeste contribution à l'Université de Yaoundé en 1979. Alors, pour rester au Cameroun, il ne fallait surtout comparer ni avec mon bulletin de paie français, ni avec les conditions de travail au Cameroun. Refuser le clientélisme politique et ethnique dans mon pays, le Cameroun. Tourner le dos à la course folle au poste de responsabilité avec de gros budgets à détourner. Accepter d'avoir juste de quoi vivre et chercher à créer un cadre pour une contribution fondamentale. Voilà la direction ferme que j'ai eu à choisir. En 1981, je suis élu président de l'Association nationale des poètes et écrivains camerounais, qu'on appelait APEC. Et je comprends très rapidement qu'en Afrique, pour être indépendant des hommes politiques et de leurs maîtres à l'étranger, il fallait créer un cadre privé pour l'articulation d'une pensée libre, indépendante des officines qui ne conçoivent l'Afrique que comme esclave, prostituée et champ d'exploitation économique, politique, culturelle et spirituelle. Avec un pauvre salaire d'enseignant camerounais, je décide en 1985 de créer le Centre de création et de recherche Afrique Avenir, avec les éditions Afrique Avenir sur les terres de mes parents, à Bonabéry-Douala, sur 2300 mètres carrés. Le bâtiment sera prêt en 1989 et l'ensemble des activités sera transformé en fondation en 1993. Je vous parlerai d'abord de la bibliothèque Cheikh Anta Diop à Douala, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Enseignant à l'université de Yaoundé, je constate que les bibliothèques universitaires dans plusieurs pays africains sont une insulte grave à l'héritage scientifique millénaire de l'Afrique. Elles se présentent, ces bibliothèques universitaires en Afrique, comme un centre de déchets de l'Occident, se contentant souvent de dons de livres que même les bibliothèques occidentales n'utilisent plus et ont enlevé de leurs rayons pour faire place à des nouveautés scientifiques. Dans aucune discipline scientifique, l'étudiant camerounais et africain ne trouve de livres à la bibliothèque universitaire qui l'introduisent dans l'héritage scientifique de ses ancêtres.
Les enseignants et les livres lui enseignent que ses ancêtres n'ont rien inventé de digne pour l'évolution et le progrès de l'humanité. Que l'Occident est le seul recours pour sortir de la barbarie, du sous-développement et accéder à la science. Or, dans mes déplacements pour les congrès internationaux, je visite régulièrement les bibliothèques universitaires, régionales et municipales. Et un constat s'impose à moi. Dans tous les pays et tous les continents, sauf en Afrique, les bibliothèques sont là pour témoigner de l'évolution de la pensée, pour retracer l'héritage scientifique et littéraire de la nation et de l'espace environnant de la nation. Les références allant souvent avant la création de la dite nation. Dans l'écrasante majorité des bibliothèques en Afrique, tout commence avec le temps de la défaite durable, du triomphe de l'Europe et de l'Occident sur les pays africains, de l'institutionnalisation du génocide intellectuel et spirituel des peuples africains, génocide imposé par l'Europe. Dans nos bibliothèques, la pensée des Africains ne commence à être articulée que vers la période de la Première Guerre mondiale, mais surtout après 1945, quand les Africains accepteront enfin à abandonner l'articulation de la pensée dans leur propre langue et seront fiers d'articuler leur pensée perroquet dans les langues de l'occupant européen. L'étudiant africain apprend donc de l'école primaire à l'université que le savoir ne lui est pas propre, que la science, tout comme le salut, ne peut venir que de l'extérieur. Alors, moi, l'Africain qui ait accumulé les diplômes scientifiques de l'Occident, allant du baccalauréat à l'habilitation allemand, en passant par 2 doctorats français, je n'ai pas compris cette barbarie scientifique que l'on imposait au peuple africain. Ne pouvant rien changer à l'université et dépourvu de pouvoir politique dans mon pays, j'ai décidé donc de créer une petite bibliothèque représentative qui permettrait à l'utilisateur de retrouver les racines scientifiques africaines. C'est ainsi donc qu'est née la bibliothèque Cheikh Anta Diop au sein de la Fondation Afrique Avenir International à Douala, pour rendre hommage à ce grand savant sénégalais qui a bouleversé les dogmes de l'histoire et de la science en Afrique et dans le monde. Aujourd'hui, la bibliothèque Cheikh Anta Diop dispose de 2 sections. La section recherche, qui abrite plus de 7000 livres spécialisés sur l'évolution de l'Afrique et sur les convoitises des autres sur le continent africain. Ces livres sont dans les langues africaines, en français, en anglais, en allemand. Et la section donc jeunesse, avec plus de 1000 livres. Et cette section offre des collections illustrées dans lesquelles les enfants et les jeunes africains peuvent se retrouver tout en leur donnant la possibilité de découvrir les livres de leur tranche d'âge des bibliothèques de l'Occident. Voilà donc pour la section jeunesse. C'est un plaisir de voir comment les élèves après l'école, sur le chemin de retour à la maison, se ruent sur la section jeunesse,
de la bibliothèque Cheikh Anta Diop parce que leurs écoles, les lycées, ne leur offrent pas ce genre de lecture. Faire vivre cet espace, créer des animations autour, le conserver, le promouvoir. Voilà, pour moi, une contribution essentielle à notre héritage collectif. Et la vidéo, comment les enfants travaillent dans la section jeunesse, cette vidéo elle télécharge, on peut la télécharger sur YouTube. Maintenant, je voudrais parler de la maison d'édition Afrique Avenir Exchange and Dialogue. Voilà une autre partie de ma modeste partie d'héritage. Alors, être africain, publié dans les réseaux autorisés de l'Occident, être distribué et diffusé par ces réseaux de par le monde et ne pas être connu ou lu en Afrique ou dans son propre pays, voilà le dilemme de tout écrivain africain soucieux de donner sa contribution à la renaissance de l'Afrique et à la marche du monde. Quand dans les années 70, mes livres sortaient en 3000 exemplaires à Paris, à l'époque aux éditions Oswald ou à Présence africaine, je transportais toujours 100 exemplaires pour les distribuer dans les librairies et chez les amis au Cameroun. C'est moi-même qui les transportais. Alors la question me taraudait à chaque publication. Mais pour qui est-ce que j'écris? Pour les Européens ou pour les Africains? Et comment moi, Africain conscient, qui écrit pour contribuer à la libération totale de l'Afrique, comment est-ce que je dois frapper à la porte d'un Européen pour demander le droit de prendre la parole et de dire mon message qui ne leur plaira peut-être pas? Alors j'ai compris que moi-même, je me trouvais dans un piège de la coloniale. Rentré au Cameroun en septembre 1979, je consacre donc mes efforts à publier sur place. Mais la censure sur les livres est forte. Chaque manuscrit doit d'abord être présenté au ministère de l'Intérieur. Président des écrivains du Cameroun, à l'époque, je m'oppose publiquement à cette mesure. En 1983, je lance un appel à l'intelligentsia créatrice camerounaise. Et en 1985, avec des amis, nous créons la maison d'édition Afrique Avenir. Nous n'enverrons aucun manuscrit à la censure. Je publie ainsi en 1985 mon premier livre au Cameroun, intitulé L'Afrique relève le défi, projet pour un partage communautaire moderne. Imprimé en 5000 exemplaires, le livre est épuisé avant 1 an. Ce livre aurait-il même été accepté par un éditeur français? C'était un signal fort. Mais les turbulences politiques des années 90 vont arrêter l'expérience qui ne reprendra qu'en 2002. Je me suis toujours posé cette question. Si Alioune Diouf, le Sénégalais, n'avait pas ouvert la maison d'édition et la librairie Présence africaine à Paris, qui aurait publié, qui aurait diffusé les travaux de Cheikh Anta Diop? Aurions-nous connu ce célèbre savant pluridisciplinaire, puisque les Européens ne voulaient pas de ces résultats de recherche? Les éditions Afrique Avenir, Exchange and Dialogue, sont basées à Douala, avec des antennes à Berlin et à Vienne. Une distribution à Paris et bientôt en Amérique du Nord.
notre ambition est de donner la parole à tous ceux qui, africains ou pas, ont compris que l'Afrique est en marche. Et le message doit aussi et surtout être imprimé dans les langues africaines, avec de beaux livres illustrés en Douala, en Ewondo, en Kikongo, en Fufulde, en Aoussa, etc. pour nos enfants. Il faut consolider cet héritage. On trouvera sur le site internet Afrique à venir la liste des 125 auteurs qui ont été publiés par notre maison d'édition Afrique à venir, Exchange and Dialogue. Maintenant, ce que nous appelons le génie africain, c'est-à-dire notre librairie et notre espace de l'artisanat africain. Quand j'ai été élu président de l'Association nationale des poètes et écrivains camerounais en 1981, je me suis rendu avec une délégation de notre comité directeur dans les librairies de Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour voir comment les auteurs camerounais et africains y étaient représentés. À la librairie la plus prestigieuse de la capitale, la dame qui nous a reçus, avec un sourire, nous a répondu: « Oh, ici, nous ne faisons pas d'auteurs africains. » Dans les autres librairies, on nous signifiait allez au fond là-bas, sur le rayon là-bas, un peu plus bas. Vous trouverez quelques auteurs africains. Aujourd'hui, en 2013, à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua, les librairies ouvrent en août, septembre et octobre pour vendre les livres scolaires, importés d'Europe pour la plupart. Après, ces librairies se transforment en papeterie scolaire ou vendent carrément de la brocante. Ces déchets ramassés des trottoirs de l'Occident pour inonder le secteur informel des pays africains. Quand la construction de notre bâtiment d'Afrique à venir a été achevée en 1987 et que les activités ont pu y être regroupées en 1989, un grand espace a été consacré à la librairie avec une maison de la presse internationale. L'expérience a tourné court quand, au Cameroun, la lutte pour le pouvoir politique a créé des camps radicaux avec une chasse aux sorcières sans merci. Il a fallu fermer en 1992. En 2011, nous avons réouvert un espace appelé le génie africain, avec l'ambition de présenter au public de la capitale économique du Cameroun les courants de pensée des auteurs africains, de la diaspora africaine et des auteurs non africains apportant des contributions fondamentales au devenir de l'Afrique. Après la rentrée scolaire, la librairie Le Génie africain continue avec les artisans présentant leurs créations. Cette expérience toute récente au sein du siège de la Fondation Afrique à venir à Douala doit d'abord faire ses preuves pour devenir un jour partie de l'héritage constitué. Je vais parler du film maintenant, dans le cadre de instruire et divertir par le film africain. Quand j'enseignais les sciences politiques aux étudiants allemands de l'Institut Otto Suhr à l'Université libre de Berlin, j'ai commencé à faire projeter les films africains pour aider les étudiants à se rapprocher des réalités africaines dans leurs études théoriques. L'efficacité de ces projections a été si grande que les étudiants ont eux-mêmes fait des programmations de films en ville, donc en dehors de l'université. Ils ne me sollicitaient que pour l'ouverture solennelle. Et depuis l'an 2000, c'est-à-dire depuis 13 ans, ces programmations continuent à Berlin
grâce à la section de Berlin d'Afrique à venir internationale, dirigée par mes anciens étudiants, tout comme à Windhoek en Namibie, où un de mes anciens étudiants allemands de Berlin s'est installé. Au Cameroun, la Fondation Afrique à venir internationale a amené le film africain dans les écoles, dans les villages et dans les universités. Ce fut toujours un succès mémorable. Le siège de la Fondation Afrique à venir internationale a collecté plus de 120 films africains et la possibilité d'avoir un accès au stock de plus de 800 films africains collectionnés par la New York African Festival existe aujourd'hui. Nous avons des souvenirs mémorables de la projection de ces films, que ce soit dans les villages comme Bonedale, ou même les vieux de plus de 95 ans venaient régulièrement, ou à l'université de Yaoundé, où un jour le secrétaire général de l'université, Jean-Emmanuel Pondy, dit mais cette projection de film vaut mieux que 10 cours. Il avait dit plus de 100 cours. Voilà l'effet que la projection de ces films africains peut faire. Le film africain, nous l'avons utilisé comme outil pédagogique et didactique pour les populations africaines, pour les écoles et pour les universités. Et pour que ces films soient intégrés dans les programmes d'éducation scolaire et extrascolaire d'un certain nombre d'institutions. Maintenant, je vais vous parler de l'Internet et des pages web que nous avons pu constituer. Un jour de l'an 2000, quelques étudiants allemands m'interpellent après le cours à l'Institut Otto Suhr des sciences politiques de Berlin. Et ils me disent, professeur, vous nous dites des choses que nous n'avons pas entendues depuis le jardin d'enfants. Et quand nous allons à notre bibliothèque universitaire, nous ne trouvons pas les livres d'auteurs africains que vous nous recommandez. Il n'y a que les auteurs allemands, européens ou américains qui écrivent sur l'Afrique. Ces auteurs-là, nous les trouvons à la bibliothèque. Ne pensez-vous pas qu'il serait mieux de créer une page Internet pour diffuser votre pensée et permettre aux étudiants d'autres universités allemandes et autres d'accéder à ces documents difficilement trouvables? Voilà la question que les étudiants m'ont posée. Alors, pendant 2 semestres, je donne un cours sur architecture et création d'une page Internet sur la renaissance de l'Afrique. Les bases théoriques seront jetées pendant ces 2 semestres en cours. Ces étudiants allemands de sciences politiques achètent des livres sur la création d'une page Internet. Et un jour, ils m'envoient un mail. Professeur, le site Afrique à venir est sur le net. Tapez www.africavenir.org et Afrique avec AFRICAVEINIR, africavenir.org. Si vous deviez nous payer pour tout ce travail, vous seriez déjà ruinés. Voilà ce que les étudiants m'écrivent donc pour m'annoncer qu'ils ont déjà ouvert le site d'Afrique à venir. Ce sont certains de ces anciens étudiants allemands, aujourd'hui de hauts responsables dans différentes structures. C'est eux toujours qui gèrent bénévolement ce site et la section Afrique à venir, la section de Berlin d'Afrique à venir internationale. C'est elle qui s'engage dans la gestion de ce site jusqu'en cette année 2013. Et quand je m'en étonne que ce sont mes étudiants allemands qui depuis 2000 gèrent le site, le site internet d'Afrique à venir, voici ce qu'ils me répondent. Votre travail n'est pas seulement pour l'éveil de l'Afrique, mais pour le destin commun de l'humanité. Nous aussi, Allemands et Européens, nous sommes profondément concernés. Voilà leur réponse. Mais le bénévolat a ses limites. La tâche est devenue trop grande et écrasante.
Il faut une véritable banque de données pour élargir et sauvegarder l'héritage constitué. Le deuxième site internet, www.exchange-dialogue.com, ce site cherche encore un professionnel pour animer les travaux des auteurs publiés par la maison d'édition Africa Avenir Exchange and Dialogue. Je vous ai dit que nous avons déjà publié 125 auteurs. Donc ce site a encore un bon bout de chemin à faire pour que les ouvrages puissent être acquis n'importe où dans le monde grâce aux nouvelles technologies de la communication et au paiement de livres sur le net. Voilà donc pour l'Internet et notre visibilité sur cette toile. Je vais parler maintenant de notre espace de rencontre et de dialogue. Depuis 1993, une salle de 150 places accueille des rencontres, des conférences, des séminaires, des expositions, des projections de films et des vidéos, des performances musicales et théâtrales, des lectures publiques d'écrivains, etc., etc. C'est l'espace le plus connu et le plus fréquenté du siège de la Fondation Afrique Avenir à Bonabéry-Douala. Cet espace accueille depuis 4 ans maintenant la section jeunesse de la bibliothèque Cheikh Anta Diop. Et les jeunes ont ainsi la possibilité de côtoyer des personnalités civiles et royales dont ils n'entendent souvent parler qu'à la radio ou à la télévision. Le prince René Douala Mangabel aimait de son vivant s'entretenir avec les jeunes qui venaient lire dans cette salle ou qui s'adonnaient à des concours dans leur langue maternelle respective. Voilà donc pour ce qui a pu être constitué comme héritage au siège de la Fondation Afrique Avenir International à Douala, Bonabéry. Je voudrais parler maintenant de l'expansion de l'idée et de la pensée par les antennes internationales d'Afrique Avenir International. Avant de quitter l'Allemagne en 2003, les anciens étudiants et sympathisants avaient décidé de créer en ville, à Berlin, une antenne de la Fondation Afrique Avenir International pour continuer le travail que nous faisions seulement au sein de l'Université libre de Berlin, à la faculté de sciences politiques Otto-Suhr. Donc des projections de films africains, des conférences, des performances artistiques, des expositions d'œuvres d'art d'Africains ou sur l'Afrique sont organisées régulièrement par cette dynamique section de Berlin, donc jusqu'aujourd'hui en 2013. En Namibie, un de mes anciens étudiants allemands de l'Université libre de Berlin qui s'y est installé, a mis sur pied une antenne de la Fondation Afrique Avenir International à Windhoek. Un gros travail a été abattu là-bas pour créer une banque de données du film namibien et la projection de films africains, tout comme la coordination de festivals de films dans d'autres pays africains. Par exemple en Égypte, un festival de films, le festival de films de l'Égypte en 2012 a été, il y a 2 festivals là-bas qui ont été organisés avec la collaboration de de la Fondation Afrique Avenir, mais section Namibie. Le travail sur la pensée africaine dans les écoles de Vienne en Autriche a fait son chemin. Les échanges entre lycées autrichiens et camerounais ont été encouragés par l'antenne d'Afrique Avenir International de Vienne. La mise en scène, par exemple, d'une de mes pièces de théâtre en allemand, la pièce de théâtre Das Fest der Liebe, la fête de l'amour. Cette pièce de théâtre a été montée par le lycée Marchetti Gasse à Vienne,
grâce au soutien du ministère fédéral autrichien de l'éducation, des arts et de la culture et grâce à la commission autrichienne de l'UNESCO. Cette pièce de théâtre a dépassé le lycée, a franchi les murs scolaires pour être montrée dans un théâtre de la capitale autrichienne et dans la ville touristique qu'on appelle Bad Ischl. Ce ministère autrichien a même organisé un séminaire national invitant professeurs et inspecteurs des lycées et universités à venir découvrir l'œuvre de 11 livres en allemand d'un écrivain africain que je suis. La coordination de la maison d'édition Afrique Avenir Exchange and Dialogue est aussi gérée, surtout depuis l'antenne de Vienne, du moins jusqu'à mi-2013. Alors, et que dire de nos correspondants d'Afrique Avenir, comme en Corée du Sud, qui font traduire et publier mes textes aussi bien sur Internet que dans les revues éditées en coréen et qui font connaître le travail de la Fondation Afrique Avenir International par leur site web. Alors, ce travail de nos antennes internationales est bien visible sur le site Internet de la Fondation Afrique Avenir International. Donc, vous voyez, Afrique Avenir est à Berlin, à Vienne, à Windhoek. Ce n'est pas seulement ici au siège. Le siège de Douala, c'est tout simplement le siège et c'est ici que tout a commencé. Maintenant, est-ce que ce travail a été reconnu au niveau international? Notre travail que nous avons essayé d'abattre. L'attention de certaines structures ou groupes de personnes a été attirée par notre travail au niveau international. Je donne seulement quelques exemples. En 2007, Afrique Avenir International a remporté la distinction du meilleur site internet camerounais catégorie organisation non gouvernementale de la Fondation Ngalé à l'hôtel Hilton de Yaoundé. En décembre 2008, le trophée africain de la citoyenneté catégorie art et culture a été remis au prince Koumandoumbé III à Cotonou au Bénin. À Berlin, l'UNESCO a décerné la médaille Toussaint l'ouverture à Afrique Avenir International pour le travail fait sur l'exposition 200 Years Later sur la résistance contre l'esclavage. Cette médaille avait d'abord été décernée à Aimé Césaire et Abdias de Nascimento du Brésil. Le Parlement de la communauté francophone de Belgique a décerné à l'antenne d'Afrique Avenir Berlin le prix Condorcet Aron pour la démocratie, catégorie prix de la réalisation étrangère en septembre 2009. Et en avril 2013, donc cette année, le prince Koumandoumbé III a été introduit dans le panthéon des célébrités mondiales à Atlanta aux USA. Ensuite, il a reçu en plus le prix du savant 2013 en culture et héritage. Ces prix qui m'ont été décernés par la fondation Ade King et par la African Diaspora World Tourism Awards. Voilà donc ce que nous avons pu obtenir comme distinction, comme attention au niveau international. Alors la grande question qui se pose aujourd'hui, n'est-ce pas, en ce mois d'août 2013, c'est fermer donc la fondation Afrique Avenir International à Douala. En ce mois d'août, comme je disais, donc j'ai essayé de brosser un tableau rapide de l'itinéraire qui m'a conduit à constituer un héritage scientifique et littéraire et à créer au Cameroun une fondation avec mes petits fonds propres. Cela a donc été possible, au risque souvent de perdre la vie et au détriment de mes enfants, qui ont souvent dû accepter de vivre dans le besoin. Mais le résultat est là, palpable, utilisable. Ce résultat, c'est quoi?
Je le résume. 150 publications scientifiques et littéraires publiées en 4 langues. Deuxièmement, une bibliothèque Cheikh Anta Diop de recherche avec une section jeunesse, une section archives et une section cinéma africain. Troisièmement, une librairie, le génie africain avec artisanat africain. Quatrièmement, une maison d'édition, Afrique Avenir, Exchange and Dialogue. Cinquièmement, un espace pour l'expression artistique, le film et le théâtre, un espace de 150 places. Et enfin, une fondation internationale avec des sections en Allemagne, en Autriche, en Namibie. Voilà donc l'héritage que j'ai pu constituer par ma volonté et les modestes moyens que Dieu a bien voulu mettre à ma disposition. Aujourd'hui, j'ai confectionné un plan d'extension, parce qu'on ne va pas en rester là. Un plan d'extension pour les 7 prochaines années, de 2013 jusqu'en 2020, avec le projet d'un bâtiment de 5 étages consacré à la vision d'une Afrique en renaissance. Mais il faudra d'abord consolider les acquis et les rendre accessibles aux utilisateurs avec professionnalisme. Vous savez, quand parfois l'électricité, parfois l'Internet, parfois l'eau sont coupées pour défaut de paiement de facture, que faut-il expliquer à tous ces enfants qui viennent lire à la bibliothèque Cheikh Anta Diop Jeunesse et veulent souvent boire tout simplement un peu d'eau? Vous allez dire que vous n'avez pas d'argent parce qu'on a coupé l'eau. Alors ne me dites plus qu'il ne faut pas fermer la Fondation Afrique Avenir International et vous me laissez toute la responsabilité et toute la charge sur le dos. Parce que chacun dit non, il ne faut pas fermer, il ne faut pas fermer. Mais il ne faut pas fermer, tu fais quoi pour que ça ne ferme pas? Je ne peux plus sponsoriser le million de francs CFA par mois, c'est-à-dire je ne peux plus sponsoriser 1500 € par mois. Je n'en ai plus les moyens depuis que je suis à la retraite. Et mes nombreuses démarches auprès des autorités administratives au fil des années n'ont pas pu aboutir. J'ai crié comme dans un désert depuis 28 ans. Mais une chose, pour moi, est sûre. L'Afrique va relever le défi. Avec ses 2,4 milliards d'habitants d'ici 37 ans seulement, c'est-à-dire en 2050, selon les projections des Nations Unies publiées en juin 2013. L'Afrique va relever le défi avec ses ressources généreuses que le Créateur a placées sur le continent et que les Africains sauront défendre héroïquement. En 2100, les Africains seront 4,2 milliards sur une planète de 10,9 milliards d'habitants. Et les nouvelles bombes qui tuent toute vie humaine en laissant intacts immeubles et infrastructures, même ces nouvelles bombes, ne viendront pas non plus à bout de toute cette population africaine. L'Afrique se prépare et l'Afrique va riposter. Ceci est à méditer par chacun. Aujourd'hui, je peux dire devant mon peuple et devant le monde que j'ai essayé.
que les citoyens de bonne volonté sauvent l'héritage en péril s'ils le jugent pertinent. Que ceux qui dirigent, que ceux qui décident et gèrent les budgets ne disent pas un jour qu'ils ne savaient pas. Ils ont la capacité d'agir. Et l'histoire retiendra leurs actes. Quant à moi, Koumandoumbe III, j'ai fait ma part. Et je rends grâce à Dieu. Que cet appel solennel soit entendu, qu'il touche les cœurs et qu'il pousse à l'action constructive. J'ai dit, moi, Prince de Bele-Bele, je vous remercie. I know you don't know me, but in this song, in Deep Blue, I bring my own contribution, my own collaboration to the emancipation of my country. Let me sing the story of my country. Let me sing the story of my country, Cameroon. Rio dos Camarones, Rio dos Camarones, Rio dos Camarones, Rio dos Camarones, Rio dos Camarones. 1841, Malabo, ce Fernando Po. Arrivée des premiers missionnaires, ils visionnent une montagne plus imposante, le mont Cameroun. Arrive à Mimbia, Limbe, remonte à Boya et descend à Douala. Les Allemands prennent possession du Cameroun. Accord germano-Douala, 14 juillet 1884. Mariambeg en 1890. 8 août 1914, la pendaison de Douala-Mangabel. Martin Paul Samba, Goussoudine Madola. Oh, oh, oh. 10 juillet 1919, la France et l'Angleterre divisent le Cameroun, partagent. Oh, 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 oh. Children, you know, I know you want to know. Vous devez savoir, fils. Le Cameroun répond à la Deuxième Guerre mondiale en 1940. 10 avril 1948, l'Union des populations du Cameroun voit le jour. Mai 1955, dissolution de l'UPC. Gayampuyale, Yampuyale, oh oh oh, ba 11 mai 1957, un premier ministre est nommé. André-Marie Mbida. 18 février 58, Amadou Haïcho devient premier ministre. 1er janvier 60, le Cameroun proclame son indépendance. Oura, oye, oye, qu'on le peut. Goping, 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 ho, 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 qu'on le peut. Amadou Haïcho, 5 mai 1960, est élu président de la République fédérale du Cameroun. Fumban, la conférence de Fumban. 17 au 21 juillet 61. 1er octobre 1961, réunification des deux parties du pays. 1er septembre 1966. Afrique, tu es le continent le plus riche.
Tu es la mamelle nourricière du monde. Sénégal, qu'attends-tu? Qu'attends-tu, Burkina Faso? Nigeria, qu'attends-tu? Ghana, qu'attends-tu? Togo, qu'attends-tu? Côte d'Ivoire, qu'attends-tu? Mali, qu'attends-tu? Mauritanie, qu'attends-tu? Niger, qu'attends-tu? Guinée-Conakry, qu'attends-tu? Guinée-Bissau, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Bénin, Togo, Kenya, Madagascar. Alors tenons-nous la main pour le succès de l'Afrique des 50 prochaines années.